Loin de tout ce mensonge et de cette haine. Les mots sont dits, les mots sont durs, mais les mots sont précis. Bref, justement, il y aura un peu plus de précision dans l'article de Mediapart. Parce que les affaires pourraient être liées. Donc là, vous voyez la blessure de Eddie, lui aussi qui a été très amoché à la tête. Dans l'affaire Eddie, David B a pu être identifié, comme ses collègues de la BAC, grâce à l'exploitation d'enregistrements de caméras de vidéosurveillance de la ville, de celles d'un commerce et d'un lieu de culte, de vidéos d'un témoin, d'après les informations recueilles par Mediapart. Oui, donc ça fait minimum 1, 2, 3, 4 vidéos. Ah, ça commence à être dur à ignorer. Même si on voit que des fois, toujours, on continuera d'en reparler à chaque fois, Nordine et Meryl, il existe plusieurs vidéos, le parquet a dit, ça ne nous intéresse pas. Et ils ont condamné Nordine, pas les policiers. Pourquoi? Le mec, il s'est mangé 7 balles dans le corps, il n'avait rien fait. Depuis le 20 juillet, la justice en France, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Depuis le 20 juillet, il fait ainsi partie des 4 agents mis en examen pour violence volontaire aggravée, notamment parce qu'elles, 1, ont été commises en réunion, 2, par des personnes dépositaires de l'autorité publique, 3, avec armes. L'un d'eux, suspecté d'avoir tiré au... Donc, triplement aggravé. Suspecté d'avoir tiré au LBD a été incarcéré. Son placement en détention provisoire, qui doit être examiné jeudi 3 août devant la cour d'appel, a provoqué une fronde inédite au sein de la police nationale. Et encore, alors, tirer au LBD, on n'est pas censé tirer dans la tête, donc oui, évidemment. Mais est-ce que c'est pas encore pire tu peux te dire, bon, alors, il n'y avait même pas de lieu de stopper Eddie, puisqu'il ne faisait pas partie des manifs. Mais est-ce que tu peux pas te dire... Alors, si tant est qu'il y a des gens, il faut les stopper au LBD. Une fois au sol, par terre, en train de partiellement dans leur sang, tu vois. Est-ce que c'est pas encore pire, à ce moment-là, de continuer à le savater? Pourquoi les autres, une fois qu'il était avec la tête en sang par terre, et qui lui mettaient des gros chassés partout dans la gueule, pourquoi eux, ils ont rien? Ça, je comprends pas. Laissé libre sous contrôle judiciaire, David B, lui, se voit reprocher d'avoir traîné Eddie au sol sur plusieurs mètres. Ah oui, c'est même pas... Il gît au sol, on va le traîner dans un coin pour pouvoir le savater. Sur plusieurs mètres avec ses collègues, puis de l'avoir frappé, sans lui porter secours. Ah oui, généralement, quand oui, je te frappe, je te porte un peu secours, je te soigne, après je te refrappe. Genre, ça n'a pas de sens. Oui, il voulait pas le soigner, ça c'est sûr. Ou alors on va te soigner façon de parler avec beaucoup de guillemets, se soigner façon police, quoi. Alors que le jeune homme, gravement blessé à la tête par le tir de LBD, perdait du sang. Littéralement, voilà, un mec avec la boîte crânienne déformée, en train de perdre du sang par terre, et plusieurs flics qui le tapent. Logique. Le maintien de l'ordre, on est bien ordonné maintenant. Hein, d'après BFM TV, plusieurs des mis en cause ont d'abord nié leur participation aux violences. Commence toujours par ça, hein. Oh, c'est pas moi. Oh, ça se trouve, c'est même pas des policiers. Oh, peut-être ils ont juste volé des uniformes de policiers. Bon, là, c'était de la BAC, du coup, c'était pas des uniformes, mais... Enfin, les autres, c'était de la BAC. Reconnu notamment grâce à son t-shirt, du coup, puisqu'en civil, le policier porteur du LBD a même réfuté qu'il s'agissait de lui sur les vidéos. Seuls 2 policiers auraient fini, selon nos confrères, par reconnaître des violences. Et du coup, les autres, ça doit commencer à être compliqué de nier. Ou alors, vous étiez pas dans le même équipage ce soir-là? D'après des informations obtenues par Mediapart, le juge d'instruction saisi du dossier, la juge d'instruction saisie du dossier a par ailleurs ordonné le 28 juillet une expertise des vidéos afin de déterminer, de préciser le rôle de chacun. Outre les 4 mises en examen, 2 autres agents étaient présents. Donc, il y avait peut-être 2 équipages, parce que souvent ils sont par 3, parce que dans la voiture, ils veulent avoir une place pour embarquer quelqu'un, tu vois. Ce serait gros quand même pour le vol des habits de policiers. Les mecs, il y a des images d'eux, ils disent « Bah non, c'est pas moi ». Oui, mais il y a des gens qui témoignent que... Ouais, mais non, c'est toujours pas moi. Ah bah non, c'est personne. On n'est pas loin, hein. Dans son ordonnance, on apprend en effet que les caméras de vidéosurveillance de la ville ont permis à l'IGPN d'identifier l'arrivée de 6 individus comme étant des policiers en civil vers 1h51, jusqu'à ce que le jeune homme quitte les lieux à 1h56, filmé par la caméra d'un lieu de culte. La magistrate indépendante demande ainsi aux experts de travailler plusieurs scènes, notamment celle au cours de laquelle Eddie se retrouve au sol, entouré de plusieurs individus en décrivant les coups qui lui sont portés et le nombre de personnes participant à cette scène, en rappelant leurs signes distinctifs. Dans une interview à Combini, Eddie a décrit ainsi l'ampleur des dégâts physiques.
Les médecins ont été obligés de m'enlever une partie du crâne pour que ça respire. Voilà la gravité de la blessure. T'enlèves une partie de la boîte crânienne. La vie d'Angelina, elle, a basculé le 8 décembre 2018, donc on regardait juste avant. Alors qu'elle sortait de son travail et regagnait son domicile en marge des mobilisations des Gilets jaunes. La jeune fille de 19 ans a soudain été projetée à terre par un tir de LBD dans la jambe. Une fois au sol, des policiers l'ont tabassée. Parce que vous allez faire quoi en fait? Les policiers, on a le droit de tabasser des gens qui passent. Angelina, c'est la fille qu'on voyait dans la vidéo ou pas? Oui. D'accord. Grièvement blessée, la jeune femme a eu le crâne fracturé et le cerveau atteint. Souffrant de séquelles physiques et psychologiques, on a entendu détailler ça un petit peu. Elle a depuis été reconnue travailleuse handicapée. Mediapart l'avait interrogée en longueur en juin dernier. Mais l'enquête judiciaire s'est transformée en chemin de croix. La plainte d'Angelina a d'abord été refusée par plusieurs commissariats. Tu peux enterrer le truc, mais refuser la plainte, carrément. Et ça, c'est la réaction numéro... Voilà, c'est le move numéro 1 de tous les endroits où elle s'est adressée, quoi. Lorsque l'enquête préliminaire a enfin été ouverte, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville avaient donc été écrasés conformément au délai d'usage. Oui, parce qu'ils gardent les bandes pendant... Enfin, les bandes. On parle plus de bandes, on en parle improprement maintenant qu'on est au numérique, mais les enregistrements ne sont conservés que pendant X jours, quoi. De même que les écoutes des échanges radio de la police Acropole, qui sont, elles, conservées 2 mois. Est-ce qu'on ne devrait pas garder, je sais pas, ça, plusieurs années? Est-ce que c'est impossible? C'est pas un volume de data si impressionnant que ça. Le problème est que d'autres preuves qui auraient pu être exploitées par la justice ont disparu. Le précieux rapport informatique faisant état de l'ensemble des mouvements et des interventions des policiers la journée du 8 décembre a été tronqué entre 14h37 et 23h21. Mais ils n'ont pas coupé quelques minutes. Plus un mot de disponible. Ah bah c'est dommage. Daimon, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Parce que les gilets jaunes, les manifs, c'était beaucoup l'après-midi et le soir. Hein, donc, moi, ça me fait penser à Prison Break. Quand, comme par hasard, telle preuve a disparu. Tu sais, c'est des putains de mafieux, les flics. De faire disparaître des preuves. Salut, comme ça. Comment? Je saluais quelqu'un sur le chat. Oui, bah c'est pour ça que j'utilisais à dessein la comparaison avec la mafia tout à l'heure. Ouais. Je suis désolé, j'entends pas. Oui. Il y a une route à 50 mètres de moi et du coup, c'est beaucoup de bruit, donc voilà. Plus un mot disponible. Seules 2 vidéos de témoins ont pu être versées au dossier, qui montrent des policiers vêtus de noir, le visage masqué, certains affubés de casques non réglementaires. Heureusement qu'il y a des gens qui font des vidéos, parce que eux, visiblement, ils font traîner le truc en se disant « Ouais, il faudrait pas qu'on puisse exhumer les caméras de vidéosurveillance. » Est-ce que c'est pour ça qu'il refusait sa plainte au commissariat dans un premier temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, petite coïncidence là-dessus, quoi. Et heureusement, c'est ça l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde a dans sa poche de quoi filmer, quoi. Bon, faut oser le faire, hein, parce que quand on filme, on se fait viser. Là, notamment, le mec qui est mort sur son scooter d'un tir de LBD, lui, il faisait que passer et filmer. Eh bah, il en est mort. Naïman, je rebondis là-dessus. Je rebondis sur ce que tu dis. Tout le monde a un téléphone pour filmer. Et heureusement que dans la loi de sécurité globale, je crois que ça devait être 2021. Oui, il voulait interdire le film. Ouais, voilà, l'article 24 de la loi de sécurité globale qui n'est pas passé grâce à la mobilisation des gens. Grâce à la mobilisation des gens. Il faut quand même le rappeler. Les gens manifester, ça fonctionne. Bah, ça fonctionne des fois. Ça fonctionne pas pour la réforme des retraites, mais au moins là-dessus, il faut noter les victoires qu'on remporte. Ou Zineb qui filmait à Skip. Ah bon? J'avais pas entendu dire ça. J'avais entendu que, tiens, mange une grenade dans ta fenêtre, tu vois, mais pas qu'elle filmait. Bref. Donc, des casques non réglementaires. Les enquêteurs vont partir de certains détails révélés par l'analyse des vidéos pour rechercher les auteurs. Un policier a une attelle à la main gauche, d'autres portent un modèle particulier de casque de skater. Je sais pas trop comment tu les retrouves juste à part, étant donné que c'est pas leur matériel à moins de faire des perquises chez tous les condés des commissariats aux alentours. Et est-ce que les mecs ont gardé leur casque? Je sais pas. Les investigations se recentrent ainsi sur 4 fonctionnaires appartenant à 2 unités de police
le service interdépartemental de sécurisation des transports en commun, le SISC, et la compagnie de sécurisation et d'intervention, la CSI. A l'époque, le commandant à la tête de la CSI de Marseille reconnaît sur procès-verbal que David B, toujours le même flic, en poste dans un des 6 groupes dits civils, donc ceux qui n'ont pas d'uniforme, depuis 2016 et ancien de la BAC de Paris, était l'un des seuls, avec un de ses collègues Emmanuel B, à être porteur de casque non réglementaire type skate. Donc c'est soit lui, soit ce Emmanuel B du coup. Et en plus, oui, dans les vidéos, est-ce qu'il y avait plusieurs policiers qui avaient... dont certains affublés de casques non réglementaires, donc ils sont au moins 2. Il ne l'implique pas pour autant. Ah. Tu pourrais enquêter un peu, non? Désolé d'avoir demandé. Un autre fonctionnaire qui a depuis quitté la région confirme les déclarations du commandant. Par ailleurs, des comptes rendus d'opération du 8 décembre 2018 montrent que David B était présent dans le périmètre où Maria s'est fait agresser à la même heure. Donc on récapitule. Il avait le casque non réglementaire qui a été filmé. Et il était présent ce jour-là, à cette heure-là, dans ce périmètre-là. De là à dire que c'est lui, on peut... il est permis de le penser. Salut Aurélien. Je viens de me réveiller après avoir pas plus de 24 heures sans dormir. J'ai l'impression d'avoir un camion qui m'a roulé dessus. Moi j'étais dans le même état avant de lancer l'émission, Aurel. Du coup je l'ai lancé super tard. J'étais ultra claqué. Ça commence à mieux aller avec le café. Il me reste en plus encore un café réglementaire. Puisque moi mes cafés sont réglementaires. Contrairement au casque de la police. Par ailleurs... Des comptes rendus d'opération du 8 décembre, est-ce qu'on l'a... Oui, donc il était présent à la même heure. Sur la base de ces éléments, l'inspection générale de la police nationale, fameuse IGPN, merci pour le follow Funky Santa, recherche David B pour l'auditionner. Mais ce dernier s'est envolé pour le Togo, pour une opportune mission militaire d'1 an au bénéfice d'une entreprise privée. Alors encore une fois, concomitance, est-ce que c'est à cause de... Oh, c'était déjà prévu, mais ça tombe bien en tout cas. Donc c'est pour ça aussi pour les gens qui disent non, c'est pas normal d'incarcérer un policier tant qu'il n'a pas été jugé, il va pas s'enfuir en Argentine. Souvenez-vous, c'était l'avocat qui disait ça. Je crois l'avocat des policiers ou... Non, c'était le directeur général de la police nationale, le DGPN. DGPN qui nous disait il va pas s'enfuir en Argentine. Bah... Ça arrive. Ce n'est que 2 ans après les faits, février 2021, que l'IGPN l'entend enfin. Si David B confirme avoir été vêtu de sombre pour ne pas attirer l'attention le 8 décembre 2018 et s'il confirme n'avoir porté aucun brassard apparent, contrairement à la réglementation, oui, c'est-à-dire que quand tu es en infiltration, je mets des guillemets pour la BAC, parce que l'infiltration de la BAC, bref, peut-être t'as pas ton brassard, mais quand tu es en intervention, t'es obligé de l'avoir. C'est pour ça aussi, là, le truc où il y avait un flic qui fait semblant d'être un client, qui va voir un dealer, et qui commence à le gazer, et après il le savate. Bah, en fait, techniquement, il n'avait pas le droit, ou alors il aurait fallu que ce soit validé par sa hiérarchie, le fait de faire une OP où où il essaye de démanteler un réseau de dealers, et du coup de se faire passer pour un consommateur. Mais non, tu n'improvises pas ce genre de choses sur le terrain. Sans l'aval de ta hiérarchie normalement. Bon, et puis là on est au-delà, le mec est juste en... Il n'y a pas d'infiltration, on tabasse des gens dans la rue et on n'a pas d'autre brassard. Juste le mec il est vêtu en noir, avec un casque de skater et pas de brassard, et il tabasse des gens. Parce que, ouais, comme ça, bah vous vous occupez comment vous? Et s'il confirme n'avoir porté aucun brassard, donc... Il déclare n'avoir pas du tout souvenir de ce qu'il a fait ce jour-là. Ah bah vous comprenez, c'était il y a 2 ans. Bah oui, bah parce que c'est toi qui es parti au Togo exprès. Et si on avait pu te mettre la main dessus avant. Enfin bon, c'est IGPN, il t'es pas super déterminé, mais... C'est quand même le service de la police le moins déter. Ils sont pas du tout motivés pour... Les autres, ils se disent, ah, nous, on est motivés pour tabasser. Mais par contre, ouais, on n'est pas motivés pour enquêter sur des collègues, ça. Ça se trouve, vous trouverez des gens à l'IGPN qui essayent de bien faire leur boulot, mais en tout cas, encore une fois, en tendance, en critiquant les institutions, ça n'est pas le cas. Bizarre de prendre l'Argentine comme exemple, un hasard. Oui, je sais pas, c'est peut-être entre nazis, ils ont leur référence à eux, je sais pas, tu vois. C'est ça.
En même temps, il se dit certain à 2500%, tout de même. Les mathématiques en PLS. Le concept de certitude aussi. Certain 2500% de ne pas avoir porté de casque non réglementaire. Ah, c'est ce que tu dis ta hiérarchie, mec. Un commandant et le commandant de la CSI et un autre commandant qui a quitté la région. Donc tes commandants mentent. Puisqu'il est sûr à 2500%. Et nie toute participation aux violences commises contre Angelina. Et évidemment, c'est ça le principal, de nier ce truc-là. Il n'a pas dit voilà, c'est vrai. Des déclarations dont se contentera l'IGPN. Ah, je suis sûr, je me souviens pas, mais je suis sûr à 2500% que c'était pas moi. Ok, c'est bon. Elle a eu 4h30 d'interrogatoire. Lui, ça avait l'air d'être plutôt cool. Petit café, sucre, lait, petite touillette. Tu veux que je te touille ton café? Peut-être que t'es un peu fatigué. Déclaration donc dont se contentera l'IGPN, d'autant que les perquisitions du casier du domicile de David B, menées en juin 2021, soit 2 ans et demi après les faits, demeurent infructueuses. Ah merde, en 2 ans et demi, il a réussi à se débarrasser d'un casque. Pas de chance. Parmi tous les policiers auditionnés dans l'affaire Angelina, aucun n'a identifié les auteurs des violences. Ah. Décidément, hein. C'est jamais personne. Des responsables des différentes unités de police présentes, ce jour-là, ont déclaré ne pas reconnaître les fonctionnaires sur les vidéos. Ah, peut-être avec plus de vidéos, avant qu'elles soient effacées. Ça aurait été pratique, hein. Et non, mais là, les commissariats qui n'ont pas voulu prendre la plainte d'Angelina, mais il faut qu'ils rendent des comptes, c'est à cause d'eux aussi, hein. Certains ont expliqué être dans l'incapacité de localiser leurs propres agents au moment des faits. Non, on n'est pas méchants, on est complètement cons. Et l'IGPN a recueilli leurs déclarations sans interroger ses commissaires, commandants ou majeurs sur de telles incohérences. En définitive, si le nom de David B apparaît dans la synthèse des investigations menées par l'IGPN, aux côtés de 3 collègues comme ayant été particulièrement ciblés par les investigations, la police des polices ne conclut à aucune identification. Donc la police des polices, qu'il faut retenir, c'est surtout la police en fait. Malheureusement. Faudrait que je revoie le film Les Bœufs Carottes dans la catégorie science-fiction des années 80. 80, 90, je sais plus. Et faute de pouvoir formellement identifier les auteurs, le juge d'instruction saisi du dossier ordonne un premier non-lieu en décembre 2020. Un non-lieu, mais ça doit être tellement insupportable. Tu t'es fait tabasser, on dit « Oh non, ça n'a pas eu lieu !» Il dit pas le fait que ça existait, mais quand même la formule est dérangeante, quoi. En concluant malgré tout que les individus qui ont roué de coups Angelina avaient tous la qualité de fonctionnaires de police. Mais c'est des policiers qui n'existent pas, du coup. On veut bien... Oui, tu as été tabassé par des policiers, mais ils n'existent pas, désolé. Ce magistrat indépendant ajoute: ces violences sont d'autant plus inacceptables qu'elles ont été commises de façon purement gratuite. Donc, c'est bien des policiers, ils tabassent des gens quasi à mort pour rien, pour se défouler, ça les amuse. Mais on ne va pas mener d'enquête. Enfin voilà, c'était notre enquête. Ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content? Film Les Ripoux aussi, ouais. Je sais plus si c'était dans Les Bœufs Carottes ou dans Les Ripoux que en fait t'as un vieux flic pourri et un jeune flic qui sort de l'école, genre un peu ce vie idéaliste. Et voilà, et du coup ils font un cop movies là-dessus, quoi. Comment comprendre que l'institution policière puisse couvrir les comportements violents et injustifiés de certains des siens? La situation a été jugée suffisamment inacceptable par l'avocat général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il demande le 10 mai dernier la reprise des investigations, quand même, effectivement décidée par la chambre de l'instruction. Une nouvelle juge a depuis été saisie du dossier. Oui, s'il vous plaît. Sollicité par Mediapart, l'avocate d'Angelina, maître Brice Grazzini, confie: en apprenant qu'un policier de l'affaire Eddy avait déjà été entendu dans le cadre de son affaire, Angelina a été très choquée. Le mode opératoire résultant des faits pour lesquels il est aujourd'hui mis en examen est identique à celui de l'affaire d'Angelina. Nous n'en tirons aucune conclusion hâtive, on est obligé d'être prudent, mais cela ne manque évidemment pas de nous interroger. Bah ouais, les mêmes personnes et qui font les mêmes saloperies depuis 5 ans. Continuons de ne rien faire. Je pense que c'est la meilleure stratégie.
questionné. L'avocate de David B, Julie Mulateri, n'a pas souhaité répondre à nos questions, précisant qu'une instruction est en cours. Bon, oui, il y a une enquête, débrouillez-vous. Moi, je ne dirai rien. Souvent, les avocats de la police, ils veulent pas trop parler à Mediapart. Hein. Ah, s'il y avait une vraie police des polices, sur le coup, c'est Mediapart. C'est triste, hein, mais... Dans l'affaire Eddy apparaît par ailleurs un autre nom, celui de Mario S., l'un des agents présents au moment des faits, mais qui n'a pas été mis en examen. L'expertise vidéo réclamée par la magistrate vise notamment à déterminer son rôle. D'après nos informations, ce policier de la BAC est déjà visé par une plainte pour faux en écriture publique à la suite de faits remontant à avril 2021. Ils ont tous déjà des précédents, hein. Mais il n'y a pas de problème, voilà, une tape sur les doigts. On n'est pas très content hein, que t'aies fait ça, hein. Allez, à demain. Même jour, même heure, même comico, hein, c'est... Enfin, pas même jour, du coup. Donc, qu'est-ce qui s'était passé pour ce faux en écriture? À la suite de l'interpellation d'un couple, il est soupçonné d'avoir rédigé un faux procès verbal pour couvrir les violences commises par ses collègues. Quoi? Des flics qui mentiraient pour couvrir des collègues? Je n'ose y croire, je n'ose même y songer. Comme nous l'avions révélé, on en avait parlé à l'époque, on l'avait chroniqué malheureusement, il y a beaucoup à chroniquer sur ce sujet. Un policier avait tabassé Elliot, 23 ans, tandis qu'un autre agent avait violemment projeté à terre et aspergé de gaz lacrymogène son ami Marion, 32 ans. Je crois qu'il y avait une vidéo en plus. Daprod qui s'est fait ban 60 000 secondes. Ah, c'est moins que les 600 000 secondes de la dernière fois. Oui, c'est La Brestoise, c'est son œuvre. J'ai pas vu quel message a trigger La Brestoise, mais je lui fais confiance. Et bon, étant donné voilà, les trucs toujours les mêmes qui nous balancent sur le chat et que le mec il floude et que 50% des messages du chat c'est lui, je vous avoue que ça me manque pas trop. Chargé de rédiger le procès verbal de saisine d'interpellation, Mario S., donc le mec qui a fait un faux en écriture, qui avait participé à l'interpellation. Lui va te dire que, bon, avait transformé les faits présentant le couple comme agressif et auteur d'outrage et rébellion. Ces allégations n'ont pas résisté au visionnage d'une vidéo filmée par un témoin qui montre des violences commises par les agents de la BAC et dévoile l'ampleur de leurs mensonges. Comme d'habitude, ça c'est moi qui le rajoute. Interrogé par l'IGPN, Mario S. a affirmé ne pas avoir été témoin des violences. Pourquoi alors t'as participé à l'interpellation? Oui, mais à ce moment-là, j'étais tourné, j'étais parti pisser, je refaisais mes lacets. Pas de chance. Et avoir établi son PV sur la base des descriptions de ses collègues. D'où ça se passe comme ça? Oh, moi je suis pas au courant du truc. Qu'est-ce que tu veux, je note dans le PV? Allez, ok, c'est parti. Ah, comme ça, après, ils peuvent dire, bah non, on n'a pas menti. C'est pas nous qui avons rédigé le PV. Deux des policiers auteurs de ces violences doivent comparaître en septembre, tandis que la plainte pour faux déposée en février dernier par les victimes est toujours en cours de traitement par le parquet de Marseille. Affaire à suivre, donc, comme beaucoup de ces affaires, malheureusement. Ils avaient fait une vidéo sur le sujet. Police rouvre l'enquête sur les policiers qui ont tabassé Angelina à Marseille. C'est la première fois que je parle en montrant mon vrai visage et surtout en donnant mon vrai prénom. Ouais, parce qu'elle était sous un pseudonyme, enfin elle se faisait appeler Maria avant. Bon bah là ça fait 13 minutes et on a déjà regardé un de ces témoignages, mais je vous invite à le faire hors live pour votre culture des dérapages policiers, des mutilations policières, des meurtres policiers, disons les termes. Salut Crocodile. La police ment pas, c'est leur vision du monde quantique qui les fait rédiger des rapports bidons. Oui, sûrement un problème d'intrication quantique, effectivement Aurélien. C'est probablement ça. Et du coup, j'en ai fini pour cet article. Est-ce que j'avais un complément? Oui, j'avais des compléments. Notamment, puisque dans la même journée, il y avait deux hashtags qui se tiraient la bourre l'un l'autre. C'était l'affaire Eddy. Et l'autre c'était justice pour Enzo, qui était beaucoup véhiculé par les droitos en disant ah regardez, ça n'est pas un jeune des cités donc vous n'en parlez pas. Donc on a Jean Messia et Valeurs Actuelles qui jouent le contre-feu en nous balançant du coup un fait divers de Enzo, un adolescent de 15 ans qui s'est fait poignarder à mort du coup par un autre adolescent. Il a reçu 2 coups, un coup à la jambe et un coup au thorax qui lui a été rapidement fatal.
Quelle réaction ça suscite chez nos droitos préférés? Jean Messia, quand il ne danse pas de façon cringe dans un parking, nous dit vidéo tournée à Madrid, en Espagne. Voilà la seule solution pour en finir avec les racailles. Il les chope et à la moindre résistance, la police bastonne. Les racailles ne comprennent que la force. Donc, la violence qui n'est pas de la police, qui n'est même pas niée par Jean Messia, qui est appelée de ses voeux, qui est célébrée par Jean Messia. Il continuait de défoncer des gens au sol. C'est bien. Avec le hashtag justice pour Enzo. Je vois pas en quoi le fait de savater des gens au sol, ça aurait pu sauver ce pauvre Enzo. Mais bon. Admettons. Et on a du coup Valeurs Actuelles qui retitre en reprenant une interview accordée par la mère du défunt dans Le Figaro. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils? Parce qu'il ne vient pas d'une cité, s'interroge la mère de l'adolescent. En fait, c'est juste parce que c'est pas les mêmes choses. Les droitards, ils font exprès. Je sais pas s'ils font exprès ou s'ils comprennent vraiment pas la différence entre une bagarre qui a mal tourné entre deux ados. Et bah oui, ça peut arriver. Alors, et c'est toujours triste. Et quand on peut l'empêcher, il faut l'empêcher. Mais je vois pas quelle politique aurait pu empêcher deux adolescents de se battre, potentiellement à mort. Par contre, bah, ça n'a juste aucun rapport avec la violence systémique, presque systématique, j'ai envie de dire, illégitime et pourtant légitimée, célébrée même de la police, en l'occurrence. Quel est le rapport? Justement, le fait qu'une personne... il y avait plusieurs circonstances aggravantes. Le fait que les violences soient commises en réunion, ça en soi, que ce soit de la police ou pas. Le fait qu'elles aient été commises par une personne dépositaire de l'autorité, et ça c'est le plus dérangeant, et le fait que ça a été commise, ces violences ont été commises par leurs armes de service. C'est pas du tout la même chose. Et puis, c'est encore une fois, c'est pas juste deux mecs qui se foutent sur la gueule et il y en a un qui finit par sortir un couteau. Parce que c'était ça, hein, l'affaire d'Enzo, c'est voilà, des mauvais regards qui s'échangent. Quoi, tu me cherches la merde, on se fout sur la gueule, sauf qu'il y en a un, et à un moment, il sort un couteau. Et là, du coup, c'est le drame. Mais c'est pas du tout la même chose. Est-ce que Angelina avait agressé ses policiers? Est-ce que Eddie avait brûlé un commissariat? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, même si tu brûles un commissariat, ça veut pas dire qu'il faut te déformer la boîte crânienne. Il faut t'interpeller. Et une fois que le mec il est au sol en train de giser dans son sang, bah peut-être que il n'y a plus besoin de cogner. Je vous propose des pistes. Donc vous avez l'article du Figaro qui en parle. Mais voilà, moi c'est ce que j'explique à chaque fois. Les violences policières, c'est un sujet politique. Ça, c'est des faits divers. Enzo, il se serait fait buter par un flic, oui, j'en parlerai. Qu'ils viennent d'une cité ou pas, c'est pas ça le problème. Donc moi, je comprends la douleur de la mère, mais elle michote un peu, malheureusement. Et en donnant du crédit aux droitos. Et je trouve ça un petit peu triste. Elle dit oui, on vient d'une commune de 1400 habitants, donc on s'en fout. Non, c'est pas ça la question. Enzo n'avait rien fait, c'est de la violence extrême et gratuite. Bah, ils se sont foutus, je te dis pas ils méritaient de mourir, je te dis ni même de se faire blesser. Je te dis, en gros, il y a des mecs qui sont arrivés, ils le disent dans l'article. Deux jeunes extérieurs au groupe arrivent et un mauvais regard est échangé. Pourquoi vous me regardez de travers? On se connaît pas. Alors lance Enzo, une bagarre éclate. Mon fils n'est pas bagarreur, mais il se laissait pas faire. Il les a mis au sol mais pour avoir le dernier mot, un des deux jeunes a planté mon fils. Donc il a pas cherché à fuir l'affrontement, tu vois. C'est pas, il se faisait pas poursuivre par un mec dans la rue avec un couteau. Ils sont foutés sur la gueule et à un moment, un qui a sorti un couteau. Encore une fois, c'est triste, c'est dramatique, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas des violences policières, c'est juste deux jeunes qui se foutent sur la gueule et ça va trop loin et ça va jusqu'à la mort. Mais ça arrive tous les jours. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire dire de ça en fait? Qu'est-ce qu'on... en parler, ça changerait quoi? Je ne sais pas. Donc l'ado qui a tué Enzo, il a été interpellé? Non, oui, il a été interpellé. Alors justement, la mère, elle disait, oui, il parle qu'il pourrait le relâcher jusqu'au jugement, et je veux pas. Et du coup, voilà, bah, après, c'est... On peut comprendre le côté, oui, comment ça se fait que l'assassin de mon fils, il soit en liberté, etc. Évidemment, la douleur des proches d'un défunt qui s'est fait tuer, surtout pour rien, pour un regard. Évidemment, tu peux comprendre la douleur. Même si, bon... c'est juste... je vois pas comment... en quoi ça répond
au dossier qui est beaucoup plus important, beaucoup plus prégnant, et non pas que des morts valent plus que d'autres morts. C'est les circonstances de la mort qui font que l'affaire est plus ou moins grave. Alors la série Silo Die, j'en ai regardé que 11 minutes pour l'instant, donc je peux pas encore te donner d'opinion super détaillée. Les faits divers, c'est la nourriture de l'extrême droite. A-t-il besoin encore de l'argumenter? Je sais pas si t'es toujours avec moi, Arthur, alias Tartiflet. Est-ce que tu avais une réaction à tout ça? Bah, visuellement, je ne te vois pas, puisqu'il a allumé sa caméra. Donc je pense que tu n'es pas là pour répondre. Je ne vois qu'une fenêtre qui fenoie. Et un mur qui muroie. Bref, bah du coup, passons à la suite. Nous avons Usul qui sort une hot take sur le tourisme et se retrouve en top Twitter, puisqu'on disait tout à l'heure, ah bah Usul, non, il est écouté par des gauchistes, vous me disiez, bah non, parce que dès qu'il sort un truc qui plaît pas aux droitards, Usul, évidemment, il retweet ça pour dire, regardez Usul, à quel point c'est un connard. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? Une hot take sur le tourisme. Alors il réagissait à quoi? Ces touristes n'apportent rien à la ville. Amsterdam s'apprête à interdire les paquebots qui sont de vraies infamies écologiques. Non, sérieux. Qu'attendent les villes françaises comme Marseille pour faire de même? Est-ce qu'il y a des fois où des paquebots, ça pourrait se justifier comme... je sais pas, ils font des croisières. Je suis pas trop au fait. Après, c'est des énormes bateaux. Qui produisent pas grand chose d'autre que bah oui, ils acheminent pas des conteneurs ou des trucs comme ça. Donc ouais, d'un porte-conteneur ça pollue, mais on comprend pourquoi ça pollue. Les paquebots, je sais pas trop. Alors après, y a pas que les paquebots qui polluent, mais du coup ça va inspirer un petit peu la take de Usul qui, au-delà des paquebots, nous dit: moi je suis même chaud pour interdire le tourisme tout court en vrai. Allez, d'une ville à l'autre dans le même pays, ok, mais arrêtez d'aller littéralement faire chier le monde. Après, ce serait peut-être triste si on pouvait plus jamais aller dans un pays étranger. Bon, alors après, moi, en tant que prolo, c'est quand que j'ai été dans un pays étranger? Ouais, je suis dans le sud-ouest, ça arrive que quand on aille dans les Pyrénées, on fasse un petit tour en Espagne, le temps d'aller acheter des clopes. J'ai été en Angleterre une fois dans le cadre de Agir contre la faim. Et c'est là que j'ai vu que les slogans en anglais sont plus basés dans les manifs. Moi je préfère les... Mais ça m'a fait triper par contre de faire une manif en anglais. Tu vois, ça m'est arrivé pas tous les jours. Et j'ai été où? Bah, j'étais ouais dans les pays limitrophes, tu vois. Genre on a passé la frontière quoi. J'ai déjà été en Belgique, aux Pays-Bas. Et si une fois, oui, grâce à ma copine de l'époque qui avait des origines de là-bas, j'ai été à l'île Maurice une fois. Voilà, c'est la seule fois où j'ai fait un vrai truc loin. Bon alors après, l'interdire tout court, peut-être pas, mais il y avait des gens qui se disaient, est-ce qu'on ferait pas genre maximum 2 vols internationaux par an pour les gens, tu vois? Et puis après, les vols intérieurs se justifient encore moins. Enfin, se justifient un petit peu plus parce que, et on n'en parlera pas. Ah non, mais Damon, oui. 2 vols internationaux, c'est déjà beaucoup trop. Oui, mais c'est, bah, il faut bien mettre une limite quelque part. Pourquoi pas celle-là pour commencer? Oui, oui. Mais ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Hein. La première des batailles de la gauche, c'est d'imposer une limite à l'accumulation. À l'accumulation de voyages, du coup? L'accumulation tout court, au-delà de 12 millions d'euros, on te prend tout ce que tu gagnes. Simple, basique et révolutionnaire. Paraît-il. Et alors ouais, justement, parce que pour les vols intérieurs, on dit bah ça se justifie pas. Enfin, la France n'est pas un assez grand pays pour que, en termes de logistique, ce soit mieux. En termes écologiques, c'est largement pire que le train. Et nous rétorqueront certains, bah oui, mais et ils auront raison. On en vient à des situations tellement incroyables, et ils en parlent dans le Libé d'aujourd'hui. J'ai failli vous le mettre au conducteur, mais voilà, simplement je vous le signale. C'est dans la une du Libé, bah du coup d'hier, maintenant du 31 juillet. Le prix, la montée des prix, parce qu'on avait vu notamment le... mince, comment ça s'appelait? Je sais plus si... Non, c'était pas la douane, mais il y avait une taxe ferroviaire sur l'entretien des infrastructures par rapport au fret. Je me souviens plus exactement du terme. Revoyez l'émission Pourquoi on assassine le train.
Et mais là on parlait du fret et là on nous parle un petit peu plus des voyageurs du coup. Alors ils nous disent que en gros tout ça, les prix sont calculés de façon très très opaque par des gens qui sont à la défense. Il n'est pas possible de leur poser des questions. Et on vous répond que c'est une question de yield management et que l'aérien fait du yield management aussi. Alors pourquoi l'aérien arrive à être moins cher? Alors c'est sûr que oui, le ciel, il n'y a pas besoin d'entretenir le ciel. Il y a besoin d'entretenir les aéroports. Mais comme il y a des gares, mais il n'y a pas que des gares. Il faut les infrastructures à entretenir entre les gares. Et c'est ça le problème du train aussi. Par contre, le fait que l'aérien, c'est quand même du kérosène, je vois pas trop comment ils arrivent à être moins chers actuellement sur certains trajets que le train. Bref, je vous invite à regarder, à lire le Libé d'hier si ça vous intéresse. Et revenons à la haute tech de Usul. Qui nous dit oui, je déglingue la fenêtre d'Overton, ma gueule. Je fais ça pour la génération à venir. De toute façon, c'est bientôt la fin de la récré. Oui, en termes écologiques, oui, on va bientôt, oui, ça va arrêter de rigoler. Ça a déjà arrêté de rigoler. En fait, la cloche a déjà sonné, mais les gens ne rentrent pas en classe. Si on doit filer la métaphore de façon bizarre. D'ailleurs, avec un peu moins de touristes, les restaurateurs arrêteront de nous saouler avec leur main-d'œuvre qu'ils trouvent pas. Oui, qui veulent exploiter toujours moins cher et ils se plaignent de pas pouvoir. Les logements serviront à loger les gens qui en ont besoin. Le marché immobilier va se casser la gueule, c'est nickel. Ouais, parce qu'on en avait parlé justement. L'absence de décision, là, les soi-disant 14 mesures prises par Renaissance et leurs alliés pour régler le problème du logement, rien n'est fait sur les Airbnb, rien n'est fait sur la problématique spécifique des zones touristiques, où du coup, en fait, se loger quand tu habites à l'année, c'est encore plus compliqué que dans les autres villes. Pourquoi les gens devraient subir le fait qu'il y ait des touristes qui veulent venir chez eux? Pourquoi ça devrait être un inconvénient? Eh ben ça le devient. Au-delà des nuisances, voilà, d'avoir des touristes chez toi qui est en mode les couilles, d'avoir des Allemands avec des chaussettes dans leurs sandales. Un inconvénient ou un inconfortable? Je pense que tu as profité de cette absence pour aller prendre des drogues. Si je développe un peu plus, nous dit Usul prophétique, je vais finir en top tendance. Alors je vais m'abstenir, mais bon. Pour les années à venir, prio aux réfugiés, pas aux touristes. Ok, voilà, les droitos c'est l'inverse. C'est venez, mais que pour être touriste. Et après, vous dégagez. Ok pour les camping-cars néerlandais, mais si ce sont des réfugiés climatiques. Et du coup, il s'est retrouvé en top tendance. Il y avait quelqu'un qui l'avait screen. Peut-être en réponse de ce tweet-là. Voilà. Ah ouais, après c'était en tendance pour vous. Moi, j'ai pas en tendance pour vous. J'ai les tendances France tout court. Il était pas en première position, mais il était genre 3ème ou 4ème. Et voilà. Ce gauchisme me dégoûte. Préférez les réfugiés aux néerlandais. Je sais pas si c'est au premier degré. J'en sais rien. Non, si c'était au premier degré, il y aura un drapeau bleu, blanc, rouge quelque part dans sa bio. Souvent, hein, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Malheureusement, hein, moi j'aimerais bien que le drapeau français, ça veut dire autre chose que bonjour, je suis un facho. Malheureusement, les gens qui l'arborent, c'est souvent ça. Là, pour Usul, pas mal, je crois que c'est premier degré. De l'affaire Lola. Mais quel enfer, oui, les drapeaux français justement. Avec le visage de la petite Lola, ça me trigger rien que d'en parler en fait. Les sites internet lola.fr, là, fait parler, ou je sais pas comment il l'avait appelé, fait par les hémoristes. Putain, et les fascistes, tu sais à quoi on les reconnaît? C'est que paradoxalement, ils ont aucune race, quoi. la vanne est bonne. La vanne est basée. On garde. On a lu un article de Arrêt sur Image. Je vous propose qu'on termine cette émission en regardant un peu de Arrêt sur Image. Et puis après, on ira raider quelqu'un du matin, le temps qu'il se réveille. Ouais, là, il est 6h02, faut les laisser un petit peu se réveiller. Encore un grand moment de débat. Voilà, le débat, c'est vite coupé court. La Pixel War Lola s'est faite effacer. Ah oui, c'est vrai, il voulait faire ça. Terrible. Terrible. De quoi ça parle? Comment vivra-t-on après la fin du monde, ou en tout cas de notre monde? Comment s'y préparer? Depuis la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, la succession d'étés caniculaires et l'inflation qui explose. Vous voyez, pour les étés caniculaires, je vais pas penser à mettre des fiches, mais c'est trouvable facilement sur YouTube. L'été des inéquités ou des inégalités. Je sais plus comment je l'avais appelé. Plage et canicule, l'été des inégalités. Un truc comme ça. Il y a 2 semaines. Le spectre de l'effondrement de notre société, qu'il soit climatique, social, politique ou
tout à la fois ne semble plus un lointain horizon, mais une possibilité bien réelle. Je crois que vu qu'il y a un H, il n'y a pas de liaison entre lointain et horizon. Eh bien, regardons ça. Et alors, du coup, sur le titre de l'émission, c'est « La ville est au cœur du problème » en termes climatiques. Peut-être ils ont une conclusion un peu à la Tatiana Ventose, en mode c'est la faute des citadins, mais en fait, les gens des milieux ruraux, il n'y a pas de problème. Après, la ville est au cœur du problème. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que des solutions peuvent venir de la ville aussi? Bonjour, bienvenue pour ce deuxième numéro de notre série d'été consacrée au bouleversement climatique, numéro consacré à... Le son est un peu faible, il est à fond mais un peu faible. Vous me dites si ça vous va, ou sinon je peux essayer de le booster artificiellement. Nos villes, elles concentrent l'activité économique, non, moi, culturelle, sur Discord, j'ai du mal à entendre. Hein. Mais sont-elles encore vivables? Peut-être monter le son. Il fait trop chaud et ce n'est... Bah, là, normalement, je suis en train de regarder, leur son est à peine plus faible que le mien. Là, c'est bon pour moi. Que le début. Mais il y a des raisons d'espérer. Partout se multiplient les initiatives pour amener de la végétation dans le béton et créer de nouveaux espaces plus respectueux de l'environnement et des citadins. Alors, attendez, je recharge la page juste pour pouvoir le mettre en plein écran parce que sinon c'est insupportable. Hop, hop, on en était à 40 secondes. Attends, t'ambitionnes de regarder une vidéo d'une heure? Alors déjà, je fais ce que je veux, et puis j'ai expliqué tout à l'heure, arrêt sur image, on regarde souvent une partie, des fois on en regarde un quart, des fois on en regarde un tiers, parfois on pousse jusqu'à la moitié, mais je laisse les gens aller sur le site d'arrêt sur image et soutenir arrêt sur image s'ils veulent regarder l'émission intégrale. Faire des villes, des espaces vivables et durables, et les solutions ne viennent pas toujours des révolutions technologiques. Petite curiosité, ça te coûte combien tes abonnements médias par mois? Rien du tout, 0 € par an. Il faut passer par la BNF. Ok, cool. C'est pas... Enfin, c'est moi parce que j'avais des conditions de revenus, faites des dons, n'hésitez pas, qui me permettaient d'avoir la gratuité. Mais sinon, c'est le pass de la BNF, le même que celui que j'ai, ça vous coûte 15 € par an. Pas par mois, par an. D'accord, et donc tu as arrêt sur image, Mediapart, et j'ai aussi et encore, j'ai même pas exploré 10% des possibilités que me donnait le pass, vraiment. Et tous les autres journaux que je lis, j'y accède comme ça. Et encore, je te dis, j'ai pas exploité encore ne serait-ce que 10% des possibilités du pass. Est-ce que ça répond à ta question? Ok. On va le voir. Pour en discuter, j'ai avec moi 3 invités. Denis Pumin, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'Université Paris 1, spécialiste de l'urbanisation. Et alors, dans une interview à l'Humanité, il y a quelques années, vous appeliez à ne pas diaboliser les mégalopoles. Je vous cite. Elles s'inspirent des expérimentations qui ont lieu ailleurs pour favoriser le changement social. À côté de vous, Lucas Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en écologie, professeur émérite à Sorbonne Université. À côté de vous, Clara, innovant, respectueux de la nature. Je vais devoir recharger encore la page, du coup. C'est terrible. Arrêt sur image, essayez de mettre le son un peu plus fort, s'il vous plaît, la prochaine fois. Merci. Bisous. Le problème, c'est que le truc que j'utilise pour booster le son, ça nous empêche de le regarder en plein écran. Donc, on va devoir se contenter de lancer. Désolé. J'aurais essayé. Allô? Putain. Le lecteur est insupportable! Arrêt sur image, s'il vous plaît, faites un truc! Pourquoi le lecteur, on peut pas le mettre en grand? C'est infernal, là j'ai rien fait. Ah si, le volume est toujours à 120%. Ok, donc je vais devoir ouvrir la page dans un autre onglet. Qu'est-ce que c'est pénible. Ne pas booster le son cette fois, et là on pourra enfin voir le truc en plein écran. C'est compliqué, hein? Vous appeliez à ne pas diaboliser les mégalopoles, je vous cite. Elles s'inspirent des expérimentations qui ont lieu ailleurs pour favoriser le changement social. À côté de vous, Lucas Badi, bonjour. Bonjour, zombie. Vous êtes docteur en écologie, professeur émérite à Sorbonne Université, spécialiste de l'écologie urbaine. Et oui, n'hésitez pas à faire des dons, des subs, comme vous le rappelle Aurélien, surtout qu'on en a eu très peu ce soir. Si vous voulez que ces émissions continuent d'exister, n'hésitez pas. Et si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Tout montant de dons est le bienvenu. Vous définissez les villes comme des super-organismes qui consomment les territoires de la régulation climatique et de la biodiversité. Alors, désolé de revenir toujours à ça, mais il y avait justement, Isaac Asimov avait dans l'image qu'il qui s'était faite de la Terre du futur, puisque l'humanité s'émancipe de la Terre après, tout ça, bref, je ne détaille pas. Il imaginait voilà, des villes qui sont vraiment des méga-structures, mais alors si elles sont des méga-structures aujourd'hui, des pétastructures. Par contre, en dehors des villes,
c'était vraiment préservé. C'est-à-dire qu'en dehors des villes, soit ça servait à l'agriculture, soit c'était en mode on va laisser le maximum de nature possible. Par contre, ouais, autant dans la ville, on va concentrer verticalement le truc pour pouvoir loger le plus de personnes, enfin rationaliser le plus logistiquement l'aération, le déplacement à l'intérieur de la ville, etc. Mais en dehors des villes, il y avait 0 être humain. Il y avait que des robots, justement, puisqu'il y a des robots dans Asimov qui passaient notamment pour faire l'agriculture. Lisez Asimov. Et à côté de vous, Clara Simet, bonjour. Bonjour. Architecte, vous avez fondé en 2019 que tu vas lancer un live ce matin. Coopérative Grand 8 à Paris, qui réunit des architectes, des urbanistes et des chercheurs dans le but de créer des logements, je cite, innovants, respectueux de la nature et des hommes, où s'inventent d'autres façons d'exister. Et pour lancer cette émission, je voudrais qu'on regarde des extraits d'une étude du Lancet, la revue scientifique qui a fait le tour du monde. Pourquoi ? Parce que le Lancet a classé les villes les plus dangereuses en cas de canicule et malheureusement le top 1 est en France. Pas de chance. Est-ce que je peux pas booster le son? C'est un classement dont Paris se serait bien passé, selon une étude de la revue scientifique. Ah, désolé, mais du coup, les chaînes, on sait jamais qu'elles bloquent la rediff, donc je vous en coupe le principal. The Lancet, la capitale est la ville la plus mortelle d'Europe, en cas de forte chaleur. C'est une surmortalité multipliée par 1,6 qui est représentée à travers cette étude, notamment chez la population à risque, les 85 ans et plus. Pour affirmer cela, The Lancet a passé au crible 854 villes de 30 pays européens entre 2000 et 2019. À Paris, lors de la canicule de 2003, une surmortalité de 141% avait été constatée contre 40% en moyenne dans les autres villes. La capitale est victime de l'îlot de chaleur urbain. La température, en effet, en journée grimpe, s'emmagasine au-dessus du goudron, dans le goudron, à travers, évidemment, tous ces immeubles au cœur de la capitale. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 degrés d'écart entre le centre de Paris et la grande agglomération, les campagnes. Voilà, et je précise que donc Paris est la plus mortelle des villes européennes et pas des villes du monde, c'est important de le dire. Première question pour tous les trois. Bon, c'est pas ultra réjouissant. Voudrait qu'on se dise, c'est plutôt une ville du Sud, a priori, qui serait en tête du classement. On pense à l'Italie, on pense à l'Espagne. Pourquoi Paris est si mal Surtout qu'on voit là en Grèce et en Italie comment c'était impactant la semaine dernière, la canicule, comment voilà, les gens étaient plus qu'à Paris, tu vois. J'ai vu, ouais, c'était un journaliste qui était 24 heures en Grèce et genre les gens suffoquaient littéralement, quoi. Protégés contre la chaleur. Eh bien, première réponse statistique, bête et méchante, c'est la plus grande ville d'Europe en termes de population de l'agglomération urbaine ou de l'aire urbaine. On dépasse les 10-12 millions d'habitants et c'est aussi une des plus denses. 20 000 habitants au kilomètre carré, donc ce sont des densités qui restent européennes, n'atteignent pas les 40 000 habitants au kilomètre carré des villes asiatiques et qui dépassent très largement celles des villes états-uniennes qui tournent en moyenne, pour les mêmes ordres de grandeur, vers 2000 habitants au kilomètre carré. Donc 10 fois moins. 10 fois moins, absolument. Et là, l'effet que vous signaliez ou qui était signalé dans le documentaire, c'est bien entendu la présence des constructions, l'îlot de chaleur qui se trouve renforcé par ces grandes densités. Ce serait une première réponse, peut-être pas la seule. Clara Simet, comment Paris est construite ? Qu'est-ce qui fait que Paris est si chaude ? Alors, effectivement, il y a un enjeu sur les... Alors, évidemment, la réponse est complexe. Il y a un enjeu sur les matériaux, bien sûr. Il y a un enjeu sur la morphologie de la ville elle-même. On parlait de sa densité. C'est aussi, peut-être dans les villes du Sud, des stratégies qui sont antérieures aussi d'anticipation de périodes très fortes chaleur qui sont plus connues et qui ont aussi... conçu des voies plus étroites, celles qui savent aussi capter les éléments naturels tels que le vent, et qui savent aussi recomposer avec leur milieu peut-être davantage puisqu'ils y ont été contraints antérieurement et qu'on était dans sa constitution historique pas assujettis à ces questions et que du coup, comme elles viennent très vite, le temps d'adaptation évidemment n'est pas à l'échelle. Et également, bien sûr, les matériaux. Il y a des matériaux qui sont plus ou moins propices à effectivement une accentuation de cet effet d'îlot de chaleur et qui repose aussi sur cette question, éminemment la question des ressources qui fait partie des crises, puisque là, on parle de la crise climatique, mais elle est croisée par
toutes les crises qui nous concernent, donc la crise sociale avec les enjeux sur les logements, la crise climatique bien sûr, mais celle de la biodiversité, et toutes ces questions se croisent, et toutes ces questions vont à la fois trouver synergie et en même temps s'entrechoquer dans des directions contradictoires. Lucas Badi, à Paris, on a un fleuve, la Seine, on a des canaux, l'Ourcq, le canal Saint-Martin, on a quelques grands parcs, le parc Monceau, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, qui ne sont pas dans Paris intramuros, mais les Buttes Chaumont. Pourquoi il fait si chaud à Paris alors que vraiment... Oui, parce que justement, à Athènes, le journaliste dont je vous parlais tout à l'heure, l'endroit où on lui avait conseillé d'aller, c'était en centre-ville. Il y avait un très grand parc où là, il faisait bon. Et du coup, il s'est dit, ah ouais, bon, d'accord, ok, j'ai compris la combine. Du coup, en après-midi, il faut aller dans le parc. Et alors, c'est pareil, à un moment, il s'est dit, oui, moi, je suis engagé, je suis écolo, je veux pas utiliser la clim. Il a fait le 24 heures no clim challenge. Le premier soir, je crois, il a tenu 2-3 heures. Et puis, finalement, il a mis la clim, quoi. Parce que c'est juste pas possible de dormir. Fabuleux concept de la chaise vide. Ouais, t'as vu ça? Non, mais souvent, je profite du fait que je lance un sujet pour... là, je suis en live depuis plus de 5 heures. Il y a des moments, il faut que j'aille me faire un café, que j'aille aller pisser, ce genre de truc. Du coup, j'en profite. Palplatune. C'est un bon pseudo, ça. J'aimerais bien m'appeler Palplatune. Pour ça, je demande aux gens de faire des dons. Mais c'est parce que je m'appelle pas Palplatune. Du coup, en fait, les gens font moins de dons. N'hésitez pas. Vraiment, d'instinct, on se dirait... Oh, faites des dons, là. Ça fait 5 heures qu'il est en live, le pauvre Diamond. Oui, mais l'impact sur la température d'un canal ou même d'un parc, au-delà de 100 ou 150 mètres, il devient quasiment nul. Et donc, Et si vous voulez réagir, parce que là, c'est un peu toujours aussi le même sujet, c'est la politique de la ville aussi, tout ça, même si c'est d'un point de vue climatique. Si vous avez une réaction, n'hésitez pas, avant qu'on rende l'antenne, on vous fera monter pour la conclusion de l'émission. Bonne partie de l'enjeu. Ça veut dire, pardon, je vous coupe, que si vous êtes à plus de 150 mètres d'un parc, en gros, vous ne sentez plus du tout les effets du parc. Exactement. Et donc, ça veut dire concrètement que si on veut traiter cette question de l'îlot de chaleur urbain et de lutte contre les extrêmes, ce qui va vraiment compter, c'est ce que j'appelle, moi, la végétalisation de proximité, c'est-à-dire l'arbre qui est au pied de votre maison, ou la végétation qui est sur le toit de votre maison. Donc, la question de la distance là-dessus est extrêmement importante. Et l'autre aspect, c'est que pour que la végétation puisse jouer ce rôle de climatisation, le mécanisme derrière, c'est la seule clim écolo végétale. Donc il y a une question de disponibilité en eau. Et dans mon laboratoire, on a fait une étude là-dessus en regardant la composition isotopique de l'eau dans la sève montante des arbres. Conclusion, qui est point de surprise, il y a un problème de stress hydrique et d'alimentation en eau. Donc voilà, c'est vraiment... Le stress hydrique, c'est que tout bêtement, les arbres manquent d'eau. Manquent d'eau. Et donc l'enjeu de la désimperméabilisation, j'imagine qu'on va y revenir, du coup est extrêmement important, puisque même si on a les moteurs de climatisation, avec les arbres, on n'a pas le carburant pour faire tourner le climatiseur. Alors, je vous montrer 2 projets de rénovation qui ont eu lieu à Paris ces dernières années. La place de la République et la place de la Bastille, qui sont des très grandes places pour les gens qui ne connaîtraient pas Paris. Place centrale, à la fois nœud de circulation et nœud de vie, parce qu'il y a évidemment beaucoup de commerces, d'entreprises, etc. Ça, c'est ce qui a été réalisé, donc c'est en l'état quasiment maintenant. Ça, c'est une vue artistique du projet, mais maintenant c'est réalisé. Les arbres ne sont pas aussi verts parce qu'ils n'ont pas encore poussé. Et si on pouvait juste afficher la place de la République... Parce qu'ils sont jaunes. Voilà. Qui, elle aussi, est terminée. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces dalles? Un article sur le Niger qui vient pop dans le Libé de ce matin, du coup, j'ai envie de le rajouter au conducteur. Je vais faire ça, même si on n'aura pas le temps de le lire ensemble. Oui. Ouais, on n'aura pas le temps, mais le Niger, c'est un sujet intéressant, donc peut-être qu'on peut conclure sur le logement et... Enfin, je sais pas. C'est toi qui faites des dons si vous voulez qu'on lise l'article de Libé sur le Niger en bonus track, mais sinon, ça fait déjà plus... on va faire près de 6 heures d'émission déjà. Blanche, parce que pareil, au premier regard, on se dit il doit faire chaud sur ces places. Tout dépend du matériau qu'on a utilisé et puis de la précaution qu'on a prise ou pas, de laisser des interstices pour que l'eau puisse s'infiltrer. Donc j'imagine que ce sont les techniques qui permettent d'éviter que la réfraction de la lumière soit aussi pénible qu'on l'imagine à la vue de cette blancheur. Le facteur d'îlot de chaleur, c'est le phénomène d'albédo, c'est justement le réfléchissement de la lumière, donc il y a un fort enjeu sur la colorimétrie, la teinte et la capacité, on l'a tous expérimenté, c'est un truc de bon sens,
le noir va capter et faire un effet d'emmagasinement et de restitution plus puissant. Et donc le bitume, on le pointait tout à l'heure, même si en fait c'est une pellicule, hein, en fait le bitume, ce qui se pose. Alors une donc pellicule un peu épaisse quand même. Le premier contact au soleil et sa capacité réfléchissante, vous en parlerez aussi. Donc cet effet d'albédo est un des facteurs, mais on parlait effectivement aussi de cette problématique quand on vient parler de la végétalisation, on vient assez vite parler justement de ce qui se passe dans les sols. C'est aussi ce qui est vu sur ces places, c'est des plans qui sont donnés dans la ville, qui sont circulés, qui sont... Et on vient vite interroger le sol, la végétalisation, le rapport au sol, cet effet d'évapotranspiration, si on est dans une espèce de coupure finalement minérale avec ce contact avec le sol, qui a bien sûr dans Paris toute une tripaille, mais il y a encore plein d'endroits qui sont disponibles à la végétalisation, qui sont encore en pleine terre et qui disputent l'espace avec la voiture notamment. Pleine terre, ça veut dire que ça n'a jamais été artificialisé Ça veut dire que bon, Paris, ça l'a été, mais en tout cas, c'est ça le problème du développement de la ville, l'artificialisation des sols. Mais en tout cas, on retrouve encore de la terre dans laquelle on pourrait voilà, faire un substrat pour de la végétalisation. Et voilà. Attends. Et donc il y a des études qui ont été faites, notamment à la Pure, sur. Ouais. À propos d'artificialisation, oui, bien sûr. À propos d'artificialisation des sols, moi, il y a dimanche, j'étais en manifestation contre un projet de maison de la mer qui sont 1800 mètres carrés de béton face au port de Saint-Leu. Et lorsque j'avais été un mois plus tôt parer une manif contre ce projet et que j'avais échangé avec l'adjoint du maire, ce pourri me disait avec un immense sourire, oui, mais vous savez, il y aura 30% d'espace vert. J'avais envie de le claquer. Ouais, c'est-à-dire qu'on va remplacer 100% d'espace vert, tu vois, des arbres, par un bâtiment. Ah, non. Par un bâtiment qui coûte 1,8, qui coûte 5 millions d'euros. Et encore, quand je dis 5 millions d'euros, c'est en oubliant le facteur pi. Tu sais, c'est-à-dire que en général, ils sont toujours optimistes sur les prévisions. Donc, en fait, ça coûtera 15 millions. Et il y aura plus 100% d'espace vert, mais 30% d'espace vert. Et du coup, l'élu, je lui ai balancé cette take-là. Je lui ai dit, je n'écoute pas ces paroles que tu lances comme le chien galeux qui aboie à la cheville du passant. Et si je ne m'approche pas, c'est pour ne pas mourir étouffé de ta puanteur. Est-ce que tu t'es pris une assignation pour injure publique, du coup? Non. Oh, ça va. Le maire est moins susceptible que certains sociologues de droite, du coup. Bien, nous voilà. Comment il y a des sociologues de droite? Comment? Attends, il y a des sociologues de droite. Alors, en tout cas, ils se présentent comme sociologues et ils sont indéniablement de droite. Mais bref. Le but de cette émission n'est pas d'en parler. Vous connaissez un petit peu le sujet. Reprenons. Sur l'identification de la végétalisation. Et voilà. Et donc il y a des études qui ont été faites. J'aime bien le résumé de Vulmio, c'est pas un problème de la ville, c'est la ville. Sous-entendu, c'est la ville le problème. Après, je ne serais pas aussi fataliste non plus. Et est-ce qu'il faut plus étaler la population que la concentrer? Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients à étaler davantage la population? Faites notamment à la Pure sur l'identification de... Excusez-moi, c'est l'atelier parisien d'urbanisme, sur une cartographie de toutes les surfaces qui pourraient être rendues disponibles à la végétalisation si on venait disputer cet espace à la circulation voiture. Et si voilà, on identifiait absolument toutes les surfaces disponibles, on arrive, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais on arrive à croître considérablement, et c'est ce que le PLU bioclimatique porté par la ville de Paris vient pousser de manière volontaire, qui vient d'être voté et donc qui sera mis en application très, très prochainement. Lucas Badi, sur ces grandes places qu'on essaye de rénover un peu partout, on ne l'a pas pris en illustration, mais il y a aussi la place de la Comédie à Montpellier qui fait le sujet d'une étude de revalorisation, on va dire. Est-ce que c'est de l'affichage, parce que c'est des places qui sont évidemment célèbres, iconiques, très fréquentées par les gens qui y vivent, ou est-ce que c'est aussi c'est des grandes places, donc il faut s'en occuper en premier, j'allais dire? Je crois qu'il y a dans la lutte contre les effets du changement climatique, de la crise de la biodiversité, etc., il n'y a pas d'espace qui soit négligeable. Après, effectivement, il faut trouver un équilibre
entre la nécessité de répondre à ces enjeux environnementaux et puis d'autres éléments. Hein, sur la place de la Comédie à Montpellier, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Il faut donc on parle très souvent de ça. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais cet équilibre, il n'est pas que quantitatif. Si je repense aux photos qu'on vient de voir sur la place de la République, j'ai pas en tête, je ne suis pas allé voir dans le détail, mais j'ai pas l'impression, par exemple, que sur la végétation, ce soit très diversifié. Non. Ça, c'est un message qui ne passe pas. Aujourd'hui, on voit des plantations qui sont dans les rues, où on fait ça finalement à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va mettre des arbres de la même espèce. Et alors, si je descends un cran en dessous de la diversité du vivant, c'est-à-dire la diversité génétique... Sûrement que tous les arbres se valent pas. On n'a rien. Vous avez pas mal d'endroits, y compris à Paris, où dans certaines rues, non seulement vous avez la même espèce, mais c'est le même clone. C'est-à-dire qu'on est au niveau de diversité zéro, ce qui veut dire que les fonctions qui sont assurées, dont on vient de parler, hein, ça a bouturé sec, quoi. Du refroidissement par la transpiration, mais aussi des effets éventuellement sur la pollution ou autre, ou tout simplement la capacité à résister à un épisode de sécheresse, par exemple, sont affaiblis d'autant. Donc, à côté de l'aspect quantitatif, pensons à ça. Je ne sais pas ce qui est prévu à Montpellier. Mais... J'allais vous demander, qu'est-ce que ça change d'avoir 200 chênes sur une avenue ou 10 chênes, 15 bouleaux, 15 arbres d'autres espèces? Ça change que comme on ne sait pas très bien vers quoi on va et quelle sera la capacité de telle ou telle espèce à résister à un épisode de sécheresse fort ou de température élevée, les platanes à Paris plus aussi. vous multipliez les espèces ou la variabilité génétique au sein de chaque espèce, plus vous avez statistiquement de chances de tomber sur un organisme qui va résister. Donc si vos 200 chênes, si les chênes ne résistent pas, vous avez 200 chênes morts. Si vous avez à côté en mélange d'autres arbres, vous avez des arbres qui vont résister. C'est le message fondamental, un des messages fondamentaux des sciences de la biodiversité. Aujourd'hui, on a suffisamment d'informations pour dire que, sauf exception, il peut toujours y avoir une situation locale qui contre la règle générale, mais si vous augmentez la diversité biologique, vous augmentez vos capacités de résilience et d'encaissement, si j'ose dire, des épisodes. Oui, puisque chaque arbre va être résistant à un type de danger particulier. On s'en sort ? Parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, par exemple, les villes chinoises, la Chine est en avance sur la transition. Elle a encore beaucoup de retard, mais la Chine est en avance. Bien, pour ce que j'ai pu en voir, je n'ai pas arpenté la Chine dans son intégralité, mais pour ce qu'on voit dans les plus grandes villes, que ce soit au nord, au sud, à l'est, on a des travaux d'urbanisme qui se font un peu à l'envers de ce qu'on fait chez nous. Là, j'entendais dire que les arbres n'avaient pas encore poussé. En fait, en Chine, on commence par planter les arbres qui vont ombrager les grandes avenues, qui sont en général prévues assez Et après, on fait le reste de la rue ? Et il y a un soin très particulier qui est apporté à la taille des buissons d'arbustes jusque sous les autoroutes. Enfin, c'est un peu étonnant pour nous de voir ces abords urbains aussi soignés sur le plan simplement du paysage. Alors ensuite, ce qui diffère profondément avec ce que nous faisons, surtout à Paris, c'est que toute l'urbanisation est conçue en immenses tours qui font 30, 40, 80 étages facilement, qui sont des immeubles d'habitation aussi. Et pour le moment, les Chinois ne rechignent pas à habiter ces grands immeubles. J'ai demandé à des urbanistes, que ferez-vous dans les grandes villes, oui, ça fait des grosses tours en Chine. Comme dans d'autres pays devenus plus riches, les gens ont tout à coup envie de maisons individuelles, ce qui existe déjà en Chine aussi pour les plus riches. Et on m'a dit, parce que c'est pas moins écolo. Les immeubles, on les reconstruira. Donc la Chine est très optimiste on progresse, mais pas partout, sur son niveau de revenu futur. Voilà. Je voulais vous montrer des projets de villes du futur, notamment aux Émirats. En termes d'artificialisation des terres, si tout le monde veut une maison individuelle, c'est quand même encore plus compliqué, je trouve. Alors après, peut-être que des très grands immeubles, tu sais, est-ce que faire un logement collectif vert ou neutre au niveau carbone, ou je sais pas, par exemple végétaliser le toit, est-ce que du coup mieux vaut pas plusieurs toits que un seul haut toit pour une grande barre d'immeuble, ou du coup le ratio serait moins intéressant écologiquement? Je sais pas. Je peux que me poser la question avec vous. C'est dommage qu'ils creusent pas davantage le pourquoi du comment. Ah, t'as claqué 1000 points pour mettre la lumière en bleu, mais la lumière était déjà bleue, Joël.
Arabes Unis. C'est tellement du détail ce dont il parle que j'ai l'impression d'entendre parler de pipi dans la douche. Ouais, je le formulais un peu différemment de toi, quoi, mais voilà, pour l'instant, on en est aux prémices, en espérant que ça creuse un petit peu plus. C'est un projet que les médias aiment beaucoup parce que ça fait des très belles images et on en discute juste après. Ah, des très belles images. Riches de leur pétrole, les Émirats Arabes Unis n'ont jamais regardé à la dépense en matière de consommation d'énergie. Mais le mauvais élève pourrait bien un jour devenir le premier de la classe. Direction Sustainable City, la ville durable aux portes de Dubaï où les seuls véhicules autorisés sont de petites voitures électriques. Teresa Elliott habite ici depuis 2 ans. Avec son mari, ils furent parmi les premiers à acheter l'une de ces... Donc ça a l'air moins une vision dystopique que The Line, le truc en plein désert voulu par MBS. Une ville voilà, qui fait 1 kilomètre de... Enfin, quelques centaines de mètres de large et des centaines de kilomètres de long. En plein milieu du désert, parce que pourquoi pas, vous allez faire quoi en fait? Ces 500 villas recouvertes de panneaux solaires, construites avec des matériaux particulièrement isolants et peintes de couleur blanche qui réfléchit les rayons du soleil. Le solaire à lui seul fournit en moyenne 40%. Avec le problème aussi des matériaux pour utiliser pour la construction des panneaux solaires, le fait de leur dégradation assez rapide et assez facile, et du coup de la déperdition de l'énergie qu'ils peuvent générer. Du coup, il y a quand même ces problématiques sur le solaire qui en soi est un bon plan. Après, je sais pas si on peut miser que là-dessus, mais ils n'ont pas l'air d'avoir misé que là-dessus. % de l'énergie nécessaire à chaque foyer. Les habitants pour la Donc les Émirats Arabes Unis, ça se vérifie qu'ils ont l'air encore une fois plus basés que les Saoudiens. Plupart sont des expatriés sans difficulté financière. Dans ce pays désertique, l'eau, elle aussi, et que leurs ennemis, le Qatar, évidemment, est une denrée rare et précieuse. Celle avec laquelle Teresa Elliott arrose son petit carré de jardin est de l'eau usée recyclée. La même qui alimente le ruisseau artificiel qui traverse la ville, le système d'irrigation des espaces verts. Mais qui habite dans cette ville, du coup? Ça n'a pas l'air d'être des Émiratis. La piscine et les nombreuses serres où poussent les herbes aromatiques. Toujours pas des Émiratis. À la disposition de tous. À une centaine de kilomètres dans l'émirat d'Abu Dhabi, une autre ville, Masdar City, où sont installées plus de 600 entreprises. Cela fait 10 ans déjà qu'ici on réfléchit à un urbanisme plus respectueux de l'environnement. Les architectes se sont inspirés des villages arabes traditionnels, des murs épais pour retenir la fraîcheur. Au moins là, ça a l'air d'être une vraie ville avec des gens dedans. Des ruelles étroites pour l'ombre, des immeubles orientés de telle façon qu'ils ne font pas barrage au courant d'air. Mais c'est surtout sur les modes de transport futurs que planchent aujourd'hui les chercheurs. Comme cette drôle de petite voiture, mi-taxi, mi-métro, qui vous conduit d'un point à un autre, en silence, par les sous-sols. On dirait que c'est sur rail. Il y avait deux traits bleus au sol. Je sais pas si c'était... Quand on regarde ces images, on se dit c'est le rêve. C'est normal qu'on voit pas l'émission, on est d'accord. Bah, je vous le mets des fois. Mais en fait, dès qu'il y a des extraits de JT, je préfère ne pas vous montrer la totalité des images parce que pour une simple raison, moi si ils se contentaient de démonétiser les lives, je m'en foutrais. Mais le problème c'est qu'ils bloquent la rediff. Et du coup, les gens ils peuvent pas à part vous qui étiez là en direct, plus personne ne peut voir l'émission quoi. Par les 14 jours où ça reste sur Twitch et après ça disparaît quoi. Il fait beau, il fait pas trop chaud. Le problème c'est que c'est au milieu du désert évidemment et que c'est des villes réservées, on a compris, plutôt aux riches quand même. Est-ce que c'est ça la solution? Construire des nouvelles villes plutôt que d'adapter celles qu'on a déjà? Quand bien même ces nouvelles villes seraient parfaites, j'allais dire. Bah, sur la question métropolitaine, il y a évidemment un enjeu de ségrégation à la fois à l'échelle des métropoles. Ségrégation climatique. Donc là, j'aimerais bien voir l'envers du décor qui ne doit pas être très très loin de ça, ne serait-ce que sur les ouvriers qui ont bâti cette cité de rêve. Voilà. Bon, après, il semble de villégiature de riches, oui. Eu recours, je ne connais pas pour la première ville. Ce projet particulièrement. Mais le fait en fait, l'approche, elle va être exactement comme on aurait l'approche sur un écosystème ou un milieu, c'est-à-dire d'isoler effectivement une bulle. Et c'est bien le fantasme aussi techno-solutionnant de... Ouais, on est dans une bulle et on regarde le reste du monde brûler. Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sauver un petit nombre de riches dans les urgences et dans la crise, qui, par ces moyens-là, vont pouvoir échapper peut-être aux catastrophes. Encore, et les États-Unis là sont interrogés de manière un peu violente aussi, parce que justement, la première économie du monde,
elle est violemment frappée par toutes les extrêmes et ils le prennent en pleine face. Donc voilà, ces questions sont là. Donc voilà, je pense qu'il y a un envers du décor violent derrière aussi et brutal. Denise Plumin, ces villes, elles n'ont pas d'histoire, pas d'identité, puisqu'elles sortent de terre du jour au lendemain, quasiment. Est-ce que c'est ce genre de ville qu'on veut? Toute ville nouvelle dans ce cas-là. J'imagine que non, et à la lumière de l'histoire, il vaut mieux pratiquer une adaptation plus générale, plus incrémentale, ce qui s'est toujours fait d'ailleurs dans les villes. Pour moi, le changement climatique que nous subissons, c'est l'équivalent d'une innovation, une grande innovation comme l'ont été la révolution industrielle ou différentes autres grandes transformations des villes. Et là, on a des villes qui sont liées les unes aux autres, qui s'informent les unes les autres, qui sont devenues interdépendantes de plus en plus dans leurs évolutions. Donc des vrais systèmes de villes qui réagissent ensemble aux nouveautés, comme les écosystèmes à un changement des conditions environnementales. Et ce qui s'y passe, en général, c'est que ce sont toujours les plus riches ou les villes les plus grandes qui commencent par réagir et s'adapter les premières parce qu'elles en ont les moyens financiers, mais aussi humains et techniques. Et puis on voit le changement percoler ensuite parmi les villes petites et moyennes et parvenir jusqu'aux campagnes, penser à l'adduction d'eau, à l'électricité, qui sont aussi arrivées beaucoup plus tardivement. Donc là, on a une espèce de grand modèle centre-périphérique qui fonctionne assez bien pour l'assimilation par les sociétés de toutes ces technologies nouvelles. Et le fait que le réseau des villes soit très connecté, très mutuellement informé, on va voir tout à l'heure, il y a même des clubs de villes qui se renseignent mutuellement sur ce qu'il convient de faire. Je crois que c'est quelque chose, c'est un atout. Merci pour le follow, la mule. Affronter ces grands changements et ces grandes crises dans la mesure où on peut sélectionner parmi les petites inventions qui sont faites, les nouvelles pratiques, les changements de pratiques qui sont préconisés, les technologies qui sont apportées, on peut sélectionner celles qui vont convenir le mieux localement ou être le plus praticable localement. On imagine bien que les villes très pauvres, confrontées à la relevée du niveau des eaux, elles ont de toute autre préoccupation que celles que nous inflige notre îlot de chaleur urbain. Lucas Badi, ces villes sorties de terre comme ça, est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est envisageable en France de construire une ville comme ça, du rien au tout? Et est-ce que c'est la solution de créer des bulles coupées du monde? Ces bulles coupées du monde, ça pourrait être un bel exemple de ce qu'on pourrait appeler les fausses bonnes solutions. Et c'est quand il n'y a plus d'autres solutions. Si c'est une vraie ou fausse bonne solution, il faut prendre le temps de faire un bilan environnemental complet. C'est pas parce que 40% de l'énergie électrique, par exemple, est d'origine solaire, ce qui, a priori, est positif. Ce qu'on entendait pour les Émirats arabes. Ce qu'on entendait, voilà. Que le bilan total de cette ville est positif. Tout va dépendre des matériaux utilisés, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut prendre le temps de faire un bilan environnemental complet, de regarder toutes les composantes et de décider, finalement, si ça a un effet positif ou pas sur le climat, sur la biodiversité, etc. Mais il y a un autre point qui est quand même extrêmement inquiétant pour l'avenir de ce genre de ville, c'est la dépendance totale à l'extérieur. Même si en interne, vous organisez, je sais pas moi, le recyclage de la matière organique, un peu d'agriculture locale, etc., vous dépendez de toute façon d'apports en eau extérieure, vous dépendez d'apports en nutriments extérieurs, etc. etc. Si tu n'as pas des champs en plein milieu de ta ville, forcément la nourriture, elle vient de l'extérieur de la ville, oui, évidemment. Et après, ce délire-là, poussé plus loin par les auteurs de science-fiction, ça donne une œcuménopole, c'est-à-dire une ville planétaire. Alors tout le monde connaît... l'exemple de Coruscant dans Star Wars, mais avant lui, il y avait, d'ailleurs c'est inspiré par lui, il y avait Trantor dans Fondation. Maintenant, du coup, il y a une série où on peut voir Trantor, même si on n'en voit que le palais principalement. Mais qui dépendent du coup, alors là c'est encore un autre délire, c'est-à-dire la planète elle-même ne produit plus rien, à part de l'administration.
et dépend en fait de planètes agricoles qui servent que à ça, à produire de la bouffe pour le reste de l'Empire. Et alors après, dans quelle mesure ça devient complètement absurde au bout d'un moment? Après, c'est normal que certaines régions, bon, là on parle de planètes dans la SF, se spécialisent aussi en fonction de leurs caractéristiques. Qu'est-ce qui donne les caractéristiques d'avoir une très grande ville, à part un développement historique, comme on le disait, ça s'est fait au fil des siècles, des millénaires, et la ville s'est étendue, et c'est devenu le plus gros truc, et du coup c'est devenu la capitale, et du coup le pays s'est centralisé, et c'est la capitale qui décide de la plupart des choses, etc. Bah, par exemple le système qu'on a en France. Donc ça, c'est une situation, je trouve, qui est... Ou 30 torts en fondation. Bah oui, je viens de dire les deux, les gens. assez fragile, dans un contexte où on peut avoir des crises à droite et à gauche, et cette dépendance à l'extérieur, on rajoute une couche sur le bilan environnemental. Jamais avec des villes comme ça, enfin, alors, il faut vraiment des innovations technologiques folles, et comme on l'a dit précédemment, c'est pas ça qui va régler... Enfin, c'est pas uniquement ça qui va régler le problème. Ah, souvent, c'est la façon de ne pas se saisir du problème. C'est oui, mais il y aura bien une évolution technologique qui fera que, comme quand on dit oui, mais là, le pétrole, on a atteint un pic et oui, on en connaît encore des endroits où on... Oui, mais on trouvera une énergie du futur qui sera abondante et non polluante. Oui, mais laquelle? Bah, on verra. Le moment venu. Ayez confiance, ayez foi dans l'évolution technologique. Alors moi je suis pas du tout à rejeter ni le progrès ni la science, vous l'avez constaté, mais de là à juste ne pas me fonder sur elle mais à espérer qu'elle advienne, bon, un peu compliqué. Jamais on n'aurait un bilan environnemental correct. On peut pas atteindre le fameux objectif de sobriété, hein, si on est d'accord sur ce que ça veut dire, c'est pas possible, parce qu'il y a cette dépendance à l'extérieur qui rajoute forcément qui, en termes d'efficience, si vous voulez, écologique, plus vous êtes dépendant de l'extérieur, bah, plus, évidemment, vous dégradez. Oui, bah, tout ce qu'on peut produire localement, c'est bien de le produire localement. Il y a des solutions, par exemple, l'agriculture verticale. T'artificialises pas trop de sol, et bah, tu peux, en intérieur, avec hydroponie, aéroponie, éclairage. Alors, il y a bien sûr, ça consomme de l'électricité, ça consomme de l'eau. Bon, de toute façon, ça consomme de l'eau, les cultures, quand elles sont irriguées, hein, mais par contre, l'avantage, c'est que tu peux produire, par rapport aux mètres carrés qui sont utilisés, ça fait partie des pistes de solution. Pour produire local, quelles que soient les conditions que tu as. Mais est-ce que c'est rentable énergétiquement? Je vous avoue que je connais pas le détail. Je sais que c'est un des modèles qui est envisagé pour produire au niveau de la ville, localement, ce dont ont besoin les citadins. Vous avez la pub là? Est-ce que tout le monde a la pub ou est-ce qu'il n'y a que Palpe la Thune qui a la pub? Dites-moi sur le chat s'il y a d'autres personnes qui ont la pub, et dans ce cas-là, je vous attends avant de refaire play. Désolé, pas bien réveillé. Fini? Ah bah si, c'est fini. Reprenons. Et qu'est-ce qui se passe aussi quand on a une crise internationale? De l'énergie. Pour l'exclamation Discord, si vous voulez intervenir avant la fin de l'émission. Complètement dépendant de l'extérieur. Moi, je pour l'exclamation don, si vous voulez la soutenir. Enfin, bon, j'irai pas m'installer là-bas. Des enjeux qu'on a touchés du doigt pendant la crise du Covid. J'imagine que la personne qui normalement est en régie et qui s'occupe du son est partie en vacances là du coup. Parce que d'habitude le son est mieux que ça. Là, il y a des fois, il faudrait relever les potards, il y a les bruits de frottement de micro. Enfin, je pense qu'il y a une personne en moins là pour la production de cette émission, ça s'entend en tout cas. Si ça ne se voit pas. Effectivement, la question de la ressource, on voit bien qu'elle est centrale là. Et du coup, la dépendance à la ressource, les métropoles sont des consommatrices de ressources énergétiques, de matières, quasi exclusivement, qu'elles ne produisent quasi exclusivement pas, qu'elles rejettent dans leurs déchets. Oui, parce que tout le monde consomme, et si la ville consomme plus, c'est parce qu'il y a plus de gens à consommer au même endroit. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a à un même endroit plus de gens qui consomment et et quasiment pas de production. Dans leur quasi-intégralité, elles ne savent pas absorber aussi leurs matières déchets. Donc il y a cette question d'économie circulaire qui est assez en panne. Ce qu'on a la notion de métabolisme urbain qui consisterait à avoir des ressources de proximité sur une région, recréer ces économies qui seraient de circuits courts. On en parle beaucoup sur l'alimentation.
elle tarde quand même à venir, malgré tout, on en parle. Les médias font des tas de trucs, tout ça, mais c'est vrai que c'est encore assez minoritaire sur une ville comme Paris, qui est beaucoup basée sur une centralisation de cette ressource par Rungis et une mondialisation encore. Et c'est absolument vrai aussi pour les... Le ventre de Paris, c'est comme ça qu'est surnommé Rungis, je sais plus, je crois. Les ressources matières pour construire nos villes. Je voudrais qu'on... La bouche de Paris. J'ai envie de dire quelque chose parce que il y a peut-être une différence à instaurer entre la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, qui est une fragilisation, si je comprends bien, pour les écosystèmes, alors que pour les villes... Quel roman de Zola, Paul Platune? Depuis qu'elles existent, ça a été au contraire la solution. L'invention humaine, sociologique, l'invention des sociétés, pour dépasser les limites des ressources de leur environnement, tout en produisant plus de toutes sortes de choses grâce à cette mise en connexion de ressources venues d'ailleurs. Et le ventre de Paris, c'est Zola qui parle des Halles. Oui, parce que c'était aux Halles avant d'être déménagé à Rungis. Et maintenant, les Halles, Châtelet-les-Halles, les gens connaissent, mais c'est pas connu pour son marché. Connu pour d'autres trucs. C'est là qu'on vit de manière... C'est là-bas qu'on faisait toutes nos soirées à l'époque, quand j'étais dans le 93. Oui, parce qu'on allait sur Paris, on prenait le RER en se disant ça va être mieux sur Paris. En tout cas, il y avait des trucs à faire, quoi, mais... Il y avait des flics qui nous délogeaient aussi. Enfin bref. Exacerbé depuis la création des villes, depuis la révolution industrielle. Et en fait, ce qui ils veulent le manger, mais pas le sentir. Fragiles, ce n'est pas tant leur ouverture vers l'extérieur, le fait qu'elles échangent... A plus, Saul. Passe une bonne journée, bon courage. Avec d'autres parties du monde, ce serait plutôt leur spécialisation. Et dans les villes du futur qu'on nous propose, là, on a, vous avez vu, toutes les résidences sont identiques, elles fonctionnent de la même façon. On a donc une espèce de monoculture de ville qui correspond à ce qu'on disait pour les arbres tout à l'heure. On est exposé aux risques tous de la même façon. Alors que, au contraire, les villes qui fonctionnent bien, celles qui ont su s'adapter au cours des siècles et atteindre les grandes dimensions qu'on leur connaît aujourd'hui, eh bien, c'est celles qui se sont finalement diversifiées, qui ont... Les abattoirs aussi ont été déportés plus loin, le sang sur les trottoirs devait faire peur aux enfants du quartier. Mais après, quelque part, même si on le dit sur le ton de l'anecdote, quelque part, ça participe un petit peu... à l'externalisation dont il parle, mais en fait ça s'est fait par étapes. D'abord c'était dans les centres-villes des grandes villes, puis après dans les périphéries des grandes villes, puis après c'est parti complètement dans d'autres départements. Merci Deep True pour le follow. Welcome. Tirer parti de chacune des innovations qui passaient, mais sans s'y consacrer trop exclusivement. Et on a des exemples de création de villes de toutes pièces qui, sur le papier, étaient bien meilleures que celles d'avant. Le cas de Richelieu en France, c'est une de ces petites villes qu'on avait imaginé être la ville modèle, parce que pour la première fois, on avait des logements ouvriers qui avaient un peu plus de confort. Mais elle avait le même défaut d'être trop spécialisée dans un même genre de maison, un même genre d'organisation. En plus, elle ne s'insérait pas bien dans le système de ville locale. Elle n'avait pas développé tout le système de relations qui permettait aux autres petites villes alentours. Est-ce à dire qu'il ne faille plus jamais développer de nouvelles villes maintenant ? Pas aussi absolu que ça, même si on a vu des exemples, voilà, de ah tiens, on va déménager notre capitale et on va créer une nouvelle capitale, et voilà, dans 6 mois, c'est la capitale, débrouillez-vous. Puis on a aussi vu des villes qui sont sorties de terre et qui sont day one devenues des villes fantômes, abandonnées avant d'avoir été habitées. Notamment en Espagne. Après, il y avait la situation particulière d'avoir beaucoup misé sur le tourisme et de se manger la crise des subprimes et une crise systémique bancaire et financière mondiale derrière, quoi. De prospérer et d'établir ce nœud de diversité qui était leur raison d'exister depuis des siècles. Et donc, ça a été un échec complet, un flop. La ville ne s'est pas développée. Alors, en fait, jamais entendu parler de ça. Richelieu. Les vertus de l'interdépendance d'une métropole sur son environnement. C'est juste, vous parlez d'un ailleurs, de relation à un ailleurs. Quel ailleurs ? C'est-à-dire, si c'est un ailleurs avec un extractivisme, avec des conséquences sociales dramatiques, 1631. Des dévastations de territoire, et c'est bien le cas pour l'architecture,
dans ces cas-là, est-ce que cette dépendance, une fois que la ressource est totalement détruite, ah oui, même aujourd'hui, 1600 habitants, du coup, à tout donner pour la métropole lointaine. Bon, je crois que la fragilité de notre modèle est questionnée aussi là, et puis la question de la responsabilité de la métropole vis-à-vis de ces territoires-là, elle se pose éminemment. C'était plutôt dans cette question-là, et dans la question de cette fameux mot de résilience qu'on convoque tout le temps, malheureusement à tire-larigot, les médias les premiers, et pas à bon escient parfois. Et d'interdépendance. Il ne s'agit pas justement d'imaginer une ville comme celle-ci qui serait autosuffisante. Nous, on a travaillé beaucoup la question de l'agriculture urbaine. Il n'a jamais été question qu'une ville produise, et surtout pas une métropole comme Paris avec sa densité, produise 100% de sa... Oui, ça, j'imagine que c'est impossible, de toute façon. Ça tient du fantasme, ça. Non, et puis c'est même peut-être pas souhaitable, parce que bien plus, ce serait souhaitable... je sais pas, avec le début de l'émission, merci Octo pour le follow, on avait l'impression que leur souhait, c'était il faut qu'il y ait des villages à l'échelle planétaire, mais jamais plus gros qu'un village, et qu'on produise tout sur place. Encore une fois, oui, tout ce qu'on peut produire sur place... et que ce soit logique, pragmatique, rentable, écologiquement, économiquement, logistiquement, il faut le faire, mais est-ce qu'il faut tout sacrifier là-dessus, du coup? Parce qu'il y a quand même, les villes présentent quand même des avantages. Construction réelle d'un lien de solidarité. Notamment justement le fait d'avoir à proximité pas mal de choses, le fait d'avoir beaucoup de transports en commun plutôt que de prendre ça. Enfin, il y a quand même des choses dans le modèle de la ville qui sont intéressantes. Ville-campagne. Je suis biaisé par le fait que toute ma vie j'ai habité dans des banlieues de grandes villes. Jamais à l'intérieur d'une grande ville, Bordeaux non plus, tu vois. J'ai jamais habité dans Bordeaux même, quoi. En fait, ville, en tout cas, campagne, voilà, il faudrait définir ce que c'est, mais... Non, mais tout est dans la façon de... ville, c'est à partir de 2000 habitants, je crois que c'est comme ça qu'administrativement, en tout cas, c'est défini. De prélever les ressources. Voilà. Pendant des siècles et des siècles, entre les villes, ça a été plutôt la prédation, la conquête. Et je rase la ville, jusqu'au XIVe siècle, on a des villes qui sont complètement détruites parce qu'on veut attaquer les valeurs, non seulement le butin qu'on a extrait et ramassé, mais aussi détruire l'image, le symbole, les atouts de la pollution, de la situation que la ville avait su créer, et même exterminer la population si possible. Alors on croyait que c'était complètement fini, cette manière de conquérir les territoires. Exterminer la population. On a eu des rappels, des piqûres de rappel récents. C'est moi qui ai raté un truc dans son développement ou... Pénible à ce sujet. Mais c'est bien donc la manière de prélever les ressources qu'il faut mettre en question. Il faut qu'elle soit, pour que ce soit solidaire, il faut qu'il y ait un partage équitable de la valeur, et de la valeur totale, pas seulement de la valeur monétaire estimée par le colonisateur ou l'exploiteur. Et ça, c'est quelque chose à construire effectivement de pair avec cette transition. Gabadi sur cette question. Oui, mais ce n'est pas différent des villes nouvelles inventées pour stocker la force de travail en banlieue, qui montent chaque matin pour servir les bourgeois des centres-villes qui ont besoin de câlins et de tireurs de chaussures. Ouais, c'est clair que j'avais toujours l'impression que Paris, c'était juste l'endroit où tu allais travailler, mais l'endroit où jamais tu ne pourras habiter, quand j'étais en région parisienne. Je fais 95 et 93. Quand j'entends tout ça, ça me fait penser homo-système, homo-écosystème. Et peut-être effectivement, la difficulté, c'est qu'on a tendance à raisonner d'un côté la ville, de l'autre côté la campagne, etc. Les projets qu'on voit de ville dans... Réécoutez cet article fantastique du Monde Diplo du mois dernier, du coup, il doit y avoir le nouveau Monde Diplo qui est sorti, vu que maintenant on est en août, justement, où il développait la destruction par Homo economicus sous couvert de rationalité, qui confine pourtant très tangiblement à l'irrationnel. Dans ces régions très... C'était il y a genre 2 semaines. L'émission sur où on disait ouais, Vincent Lapierre michote ou un truc comme ça. Sont de ce point de vue-là très anciennes, je trouve, très datées, puisque effectivement on a parlé tout à l'heure de bulles. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Quelles sont les relations? Alors des relations qui peuvent être humaines, qui peuvent être économiques, qui peuvent être biophysiques. Donc je me dis souvent qu'au lieu de raisonner ville, et on raisonne ville, et puis par couronne concentrique finalement, je me demande si on ne ferait pas mieux de raisonner par quartier, c'est-à-dire de raisonner des territoires de vie, des bassins de vie qui partent de l'hypercentre hyperdense, avec un certain type d'activité, etc., d'un certain type de conditions, jusqu'à le milieu rural peu dense, etc., où les éléments de nature ou d'agriculture vont dominer, etc. Et d'arriver à raisonner cet ensemble-là comme l'ensemble fonctionnel sur lequel on doit travailler,
dans le futur pour affronter... Alors c'est un petit peu ce qui s'est fait historiquement, ça s'est fait de façon un petit peu empirique, mais aujourd'hui avec cette densité énorme, cette population énorme, ces crises environnementales, peut-être qu'on devrait travailler plus cette question finalement de la continuité entre l'hypercentre urbain et puis le monde rural. Alors ça peut passer par un tas de choses, y compris des contrats pour l'alimentation avec des agriculteurs, enfin que sais-je, il y a des choses qui je vois pas, ça se traduit comment en fait ce que tu... à des choses dans ce goût-là. Mais ça, c'est pas suffisamment travaillé. Et même sur des choses... ce soit pas juste uniquement rural ou uniquement de l'habitation avec des immeubles, ok, qu'il y ait une transition entre les deux, c'est ce que dans ce sens-là que tu essayes de dire ça? Ça n'existe pas déjà un peu? L'efficacité d'une politique de végétalisation en ville, elle est liée à l'efficacité des politiques de végétalisation dans les villes autour, et elle est liée également à la structure du paysage dans la région. Ce que vous dites, c'est que si, mettons, Paris, mais n'importe quelle grande ville, Lyon, Marseille, Montpellier, devenait une ville parfaite, ça ne changerait rien si autour, ça ne devenait pas aussi... Exactement. Sur le climat, c'est clair. La température, encore une fois, elle est dépendante de la couverture végétale, de l'évapotranspiration, etc. Donc c'est pas la même chose si vous avez des champs de céréales et puis des forêts. Les champs de céréales étant d'ailleurs pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, négatifs sur tous les plans. Sur l'albédo, ça peut être meilleur qu'une forêt, par exemple. Mais sur la transpiration, ça ne l'est pas. Donc tout est une question de choix et une question de pondération. Et c'est pour ça que cette vision, on dit ça tout le temps, c'est la tarte à la crème aussi. Il faut développer une vision systémique. C'est devenu un slogan creux. Mais c'est ça que ça veut dire. Les seuls trucs qu'on a systémiques, malheureusement... À chaque fois qu'on fait quelque chose, de prendre le temps de voir les connexions avec les autres enjeux, les autres dimensions. Sinon, on fait ce qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire du sectoriel. On règle un problème d'un côté, on en a créé un autre de l'autre. Mais vraiment sur la base biophysique, mais également culturelle, comme vous l'avez dit, économique, c'est une évidence. On devrait, me semble-t-il, plus raisonner comme ça. Et je vous inviterai, on a regardé la moitié de l'émission, ça a arrêté à 33 minutes 23 si vous souhaitez regarder la suite. C'est la dernière émission d'Arrêt sur Image, effondrement climatique 2 points. La ville est au cœur du problème. Et alors du coup, en même temps, on lisait l'article du Libé qui est sorti ce matin sur... le Niger, l'absence de perspective, surtout pour la jeunesse, et surtout avec un angle où ils étaient anti-démocratie. Avec ce système, la démocratie, on n'a même pas espoir de récolter le fruit de notre travail. Ici au Niger, il faut forcément avoir un parent, une connaissance, avoir pour un travail, sinon tu n'as rien. Alors parce que le problème c'est que eux, ce qu'ils ont vécu de la démocratie, ils n'ont pas vu les avantages de la... Ils ont juste vu la soumission à la France. Et du coup, c'est ça qu'on leur... pour eux, c'est ça la démocratie. La démocratie n'a pas bonne presse auprès des jeunes qui sont la majorité de ceux qui sortent manifester, parfois violemment. Ils en ont une vision un peu simpliste qui l'a réduit aux élections. Ah, ceci dit, chez nous aussi, c'est la démocratie, regarde, tu peux voter. Ça n'est pas suffisant. Je suis d'accord avec les Nigériens sur le coup. Mais fait l'impasse sur les autres valeurs, comme la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la liberté politique et individuelle. Surtout qu'ils ont vu de cette démocratie que le fort clientélisme avec un consensus des élites pour se partager le pouvoir, les ressources et surtout beaucoup la corruption. Qu'est-ce qu'il disait? C'était la corruption et... S'il fallait faire une liste des principaux griefs imputés au régime renversé au Sahel depuis 3 ans, la corruption et le népotisme, oui, le fait de donner les postes, les places aux gens que tu connais, à tes potes, à ta famille, aux gens avec qui tu as déjà fait des affaires, etc., et ça nuit in fine au bien commun, et ça on ne peut que le plus soyer, évidemment. Voilà, si vous souhaitez plus de détails, c'était histoire de faire un petit update au fur et à mesure que les informations sortent avant de rendre l'antenne. Est-ce que j'ai encore Tartiflette avec moi? Oui, je ne sais pas s'il est encore réveillé, s'il veut faire une conclusion. On n'a pas fait beaucoup de radio libre aujourd'hui, mais on en a fait un peu. Enfin, on n'a pas eu beaucoup de personnes en radio libre, mais on a fait quand même un gros passage de radio libre, si souvenez-vous. Du coup, Tartiflette, je crois que tu n'es plus là. Pas de souci. Pensez à l'ingé son qui... non, justement, je pense que le problème de l'émission d'Arrêt sur Image, c'est l'absence d'ingé son cette semaine parce que ils sont en effectif réduit. La démocratie est devenue un mot creux dans lequel on dépose nos aspirations de bonheur sans être d'accord sur le contenu exact. Oui, en fait, c'est la démocratie à partir du moment où les gens y mettent un papier dans une urne. Qu'il y a plusieurs partis politiques même s'ils veulent la même chose et qu'il y a une alternance du pouvoir même s'ils font la même chose. Ça me semble très très insatisfaisant, mais écoutez, c'est comme ça que ça nous est présenté. Je remercie à nouveau les tipeuses et tipeurs Snuggly, Crax, Jujumous, les anonymes, Victoria, Calex, Bruce Abandonne, Rodpa, Patechno et Dracon, ainsi que les personnes qui ont soutenu cette émission ce soir. Vous n'avez pas été très nombreux à soutenir cette émission, donc merci d'autant plus aux gens qui l'ont fait.
Merci à Moufette pour son raid. Merci à Jack23X pour avoir offert un sub à Dalsim qui le réclamait. Merci à Sodom Gimilik, l'unique donateur de la soirée qui vous a dit faites des dons. Et vous n'avez pas écouté Sodom Gimilik malheureusement. Merci à Carcharotte Luciane pour son resub pour le 7e mois. Et c'est tout pour ce soir. Je suis tristesse. Je suis très tristesse. Nous allons devoir dormir sous un pont avec Satil. Satil, est-ce que tu engueules les gens parce qu'ils n'ont pas fait assez de dons? Donc tu auras des croquettes nulles. Non, elle aura toujours des bonnes croquettes. C'est moi qui aurai des croquettes nulles. Mais elle aura toujours les meilleures choses que je lui trouverai. Juste tu restes là en fait. Juste tu t'en fous Elle a commencé l'émission en faisant n'importe quoi. En cavalant partout. Et tout le reste, elle a fait que pioncer sur l'ordinateur. Voilà. Il y a des animaux, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. N'hésitez pas à floud avec des emojis Satil. Et notamment à le faire chez la chaîne chez qui on va se rendre de ce pas. À savoir, vous l'avez vu tout à l'heure, Pop. Donc, vous vous doutez de la personne chez qui nous allons aller. Nous allons aller chez Vulgadroit. Montez toutes et tous dans le train du raid. Et nous allons pouvoir nous y retrouver. Et j'ai toujours la publicité. Mais le raid va pouvoir se lancer. 2, 1, 0. Eh bien, merci d'avoir suivi cette émission. Ça va se traduire par des corridors écologiques en fait. Soyez sages, soyez un public digne. Vous êtes 131 à être monté dans le raid, c'est cool. Est-ce qu'il y a des fois les gens ils montent pas dans le raid, des fois il manque plusieurs dizaines de personnes. Bon bah c'est bien, on fait un peu de vulgarisation écologique avec Wamdi. Enfin à la Wamdi. Bon même si la Wamdi là il est en train d'exploser. Ah j'ai pas mis le bon écran de fin. Mais bon ça c'est encore une autre histoire. Ah Amandwich qui a écouté qui met des emojis Satil. J'en mets aussi. Voilà, donc comme dans le cas des j'ai mis du feu. La productivité agricole dépend de la santé des écosystèmes. Les sols appauvris. Ah c'est le même. Macobble Boy ça fait 2 fois quand j'arrive quelque part, il me dit salut les fachos. Actuellement, jusqu'à 73% des terres. Il explique pas pourquoi on serait des fachos. Une dégradation des sols. Écoutez. Veuillez m'excuser, je vais faire appel à Géraldine parce que je vais me moucher. Vraisemblablement, quoi qu'on dise, on est toujours le facho de quelqu'un, ce qui ne veut pas dire que les fachos n'existent pas, malheureusement. Ils sont de plus en plus corporels et présents. Le règlement sur la restauration de la nature prévoit d'améliorer la biodiversité dans les écosystèmes agricoles. En particulier, les règles auraient pour effet de rétablir et d'augmenter... Oh non, la voix synthétique elle est trop dure, maintenant il y a des IA. Des prairies, des oiseaux, des terres agricoles, alors, elle se déclenche près de que maintenant. 30% des papillons des prairies ont été perdus depuis 1991. Streamer c'est un métier, bonjour. Mais il a dit la même chose chez moi, pas le platune. Ouais, c'est le bonus pour vous. Ouais, y a pas d'alerte pour le raid, c'est dommage. Je voulais voir la réaction de Vulga. La population de papillons. Il y a toujours une casquette assortie à sa tenue. Putain, regardez la chute libre. Regardez la chute libre de ces morts. Ouais, le raid de Diamond. Ah bah quand même. Merci camarade. C'est les alertes, elles sont en vacances aussi. Oui, mais merci. Ouais, punaise, en plus en 31 spectateurs. Mais je ne comprends toujours pas. J'ai mes alertes qui ne fonctionnent pas. Il semblerait, amigo. Il y a un problème technique. C'est de la merde, Ciao. Franchement, les alertes de raid, elles sont vraiment nulles à chier. Que ce soit Twitch. À partir de 22h, normalement. Je sais pas, ça doit venir